Depuis des années, je parcours le Moyen-Orient comme reporter. Cette région me passionne, mais mon métier m'a surtout conduit à en connaître les crises, les guerres et les drames. À présent, ce voyage sur les traces de Marco Polo, le long de la route de la soie, me permet d'aller à la rencontre de ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde. Sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. La deuxième étape en Ouzbékistan me mène de Boukhara à Samarcande. Le tracé de l'ancienne piste caravanière n'a pas changé depuis des millénaires. Sauf qu'aujourd'hui, la piste est devenue une autoroute et les chameaux de Bactriane ont cédé la place aux poids lourds. On est sur la route royale, l'ancien segment central de la route de la soie qui relie Boukhara à Samarcande. Tous les 40 km, un caravansérail fortifié qu'on appelle un rabat. Ici, Rabat Malik, le rabat du roi. C'est une grande porte de 12 mètres de haut qui donne sur pas grand-chose. Construit au XIe siècle par le sultan Shams el-Moulk, ce caravansérail est l'un des plus vastes et des plus anciens de toute l'Asie centrale. Les caravansérails devaient se trouver à chaque étape de marche d'une caravane de chameaux, soit maximum 40 km. La route royale, aussi appelée route d'or tant elle était importante et prospère, comptait donc 5 principaux rabats pour relier Boukhara à Samarcande. Ces rabats n'avaient rien à envier aux stations-service, mais aujourd'hui les camionneurs passent devant sans même un regard. La route d'or est au centre de la route de la soie depuis les premières chroniques des caravanes, il y a près de 3 millénaires. Au IVe siècle, c'est aussi cette route qu'emprunte le moine chinois Faxian pour aller rechercher les textes bouddhiques sacrés en Inde et en Afghanistan. Plus tard, c'est encore par cette route que se diffuseront le manichéisme, cette religion du bien et du mal venue d'Iran, puis l'islam venu d'Arabie Saoudite. Un peu au nord de la route se trouve la très ancienne cité de Nourata. C'est l'un des lieux les plus éloignés qu'a conquis Alexandre le Grand. Si Alexandre y a établi son armée, c'est parce qu'une source d'eau très pure y jaillit, en plein désert. Interdiction d'y pêcher les poissons. En revanche, y boire assure une vie longue et prospère, affirment les pèlerins. Ça, c'est de l'eau sacrée de la source, là. Rahmat. Cette forteresse est en adobe, construite par Alexandre le Grand en 300 avant Jésus-Christ, et la technique n'a pas changé depuis. Rabotée par des siècles et des siècles d'usure, l'œuvre d'Alexandre se dresse encore, malgré tout, comme un témoin, une sentinelle avancée sur les marches de l'ancien monde connu de l'Europe, jusque Marco Polo. Elle a croisé tous les grands conquérants de l'Asie, de Gengis Khan à Staline. En poursuivant sur la route d'or, on atteint la perle de la route de la soie, dont les empereurs timourides firent l'une des plus belles villes au monde à partir du XIVe siècle. Une ville qui sonne comme une promesse, Samarcande. L'Afghanistan a beau être ici tout proche, c'est plutôt l'influence russe qui se fait sentir au premier abord. Dans ce qu'elle a de plus joyeux, les bâtiments rococo en stuc aux couleurs pastel, les femmes en tenues chatoyantes. Après l'austérité du désert, quel plaisir et quelle surprise de découvrir la douceur de vivre de cette ville verdoyante, à l'image de ces colombes teintes aux couleurs de l'espoir. C'est justement à la douceur de son climat que Samarcande doit sa fortune, ou plutôt à un homme qui décida d'en faire sa capitale à nul autre pareil, Tamerlan.
Timour le Boiteux, le chef de clan turco-mongol devenu conquérant du monde, est bien le cœur et l'âme de Samarcande. Descendant de Gengis Khan, Tamerlan a établi le plus grand empire terrestre de toute l'histoire. S'il mit l'Asie à feu et à sang, pillant et détruisant des villes millénaires sur son passage, Tamerlan fut aussi un grand bâtisseur. Il a fait de Samarcande sa capitale et de son mausolée son testament en forme de chef-d'œuvre. Voici le cénotaphe du terrible Tamerlan. Cénotaphe parce que c'est un tombeau vide en fait, son corps étant en dessous dans la crypte. Selon la légende, il y avait écrit sur le tombeau « Celui qui ouvre cette tombe aura affaire à plus terrible que moi ». C'était une menace qui voulait dire « N'ouvrez pas ma tombe, sinon vous aurez affaire à l'esprit de la guerre ». Tout le monde a respecté cette menace pendant des siècles, jusqu'à ce que les soviétiques, qui eux n'étaient ni religieux ni superstitieux, décident qu'ils allaient l'ouvrir pour étudier le squelette. Et c'est Gerasimov, l'anthropologue, qui l'a ouvert dans la nuit du 21 au 22 juin 1941. Et dans la même nuit, Hitler a déclenché l'invasion de l'URSS, l'opération Barberousse. Ça n'a pas empêché les soviétiques de continuer à étudier ce squelette. Ils ont notamment découvert que Tamerlan avait sur le crâne des cheveux roux, qui étaient encore là. Toujours selon la légende, mais auquel les Ouzbeks croient beaucoup, Staline a fini par faire des cauchemars. Il voyait Tamerlan en rêve. Il a dit à ses sbires, écoutez, il faut se débarrasser de ce cadavre. On l'a sorti des caves du Kremlin. L'avion qu'il a ramené en Ouzbékistan a fait 3 fois le tour du ciel autour de Moscou, puis est revenu ici. Et on a enterré avec le rite musulman le corps de Tamerlan. Quelques semaines après, c'était la victoire de Stalingrad. Le Régistan de Samarcande est considéré comme l'un des exemples les plus aboutis de l'architecture persane. Commencé sous Tamerlan, les mosquées et gigantesques madrassas qui bordent cette place sont surtout l'œuvre de son petit-fils, le sultan timouride Ulugh Beg. Achevée en 1420, la madrassa d'Ulugh Beg était la plus grande université d'Asie centrale. On y étudiait le Coran, bien sûr, mais aussi l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la littérature. Le sultan y venait pour discuter, voire étudier avec les élèves. Lui-même poète, mathématicien et astronome, Ulugh Beg fit de Samarcande un brillant centre intellectuel. Le professeur Mouroudkon Ergatchev est passionné par l'histoire de sa ville. Avant que la place ait cette architecture, c'était une grande place de marché. Ouais. À l'époque d'Amir Oui, le Timour. Régistan, Oui, le Régistan. la place de Sable, oui. Ouais. Et toutes les 6 avenues de la ville de Samarcande se croisaient là. D'accord. Et c'était le terminus pour les caravanes. Évidemment, tout est époustouflant ici, tout est exceptionnel, mais il y a une chose, moi, qui me frappe particulièrement, c'est l'extrême originalité des mosaïques. Notamment là, sur cette madrassa-ci, Oui. les tigres et les gazelles. J'ai jamais vu ça avant dans une décoration islamique. Ça correspond à quoi? Oui, écoutez, à mon avis, quand même, ici, il s'agit plutôt des signes de zodiaque. Vous voyez, je pense que la construction a été commencée ou bien achevée quand le soleil était rentré dans le zodiaque de Lion. Sinon, D'accord. il y a d'autres versions qui disent que le lion représente l'étudiant, le lion représente le pouvoir. D'ailleurs, à l'époque de Ulugh Beg, sur son étendard et sur ses monnaies qu'il frappait, on voyait ce tigre. D'accord. Donc c'est pas vraiment un tigre, c'est un lion. C'est ça ce Nous que vous disons dites? lion plutôt. D'accord. Voilà. Et le personnage en derrière, donc c'est le soleil. Oui, le soleil, avec le visage humain, comme je dis, représente l'esprit éclairé, la lumière. L'esprit éclairé. Vous voyez la lumière. En faisant venir des artisans des 4 coins de son empire, Tamerlan, ou Amir Timour comme on veut, a favorisé un art syncrétique appelé le style timouride. L'une de ses marques de fabrique est la céramique glaçurée, faite de terre cuite recouverte d'une mince couche de verre, qui prend sa couleur bleutée grâce aux teintures de cuivre. Ah oui, c'est spectaculaire. Le style timouride est aussi connu pour ses peintures en trompe-l'œil, comme celui de cette coupole dans la mosquée Tilakari, couverte d'or.
propos de Tamerlan, ce qui me frappe, c'est que vous en parlez comme d'un bâtisseur d'empire, alors que pour nous, en France, c'est un conquérant, un destructeur avec des dizaines de milliers de morts à son actif, à l'égal de Attila ou de Gengis Khan. Et pour vous, au contraire, c'est le grand roi. D'ailleurs, vous ne dites pas Tamerlan, c'est-à-dire Timur le boiteux. Parce que mais Tamerlan, Tamir. c'est péjoratif quand même. C'est péjoratif, Tamerlan? Oui, ça veut dire, comme vous avez dit, Timur le boiteux. Et il n'était pas boiteux? Non, il était boiteux, mais Ah. ça ne veut pas dire qu'on peut le traiter en boiteux comme traite. Déjà, c'est mal poli, vous voyez. D'accord. Donc vous dites quoi? Amir Timur, tout simplement. Amir Timur, Oui. le prince Timur, c'est ça? Oui. L'empire de Amir Timur, donc, c'est un véritable empire, un État centralisé, ou c'est finalement une zone de conquête? Non, c'est un véritable empire, c'est un véritable État bien centralisé, vous voyez. Déjà, pour nous, et pour moi personnellement, c'est un peu vexant de comparer Amir Timur avec Attila ou avec Gengis Khan. Ouais. Écoutez, les Mongols sont restés chez nous presque 150 ans et ils n'ont jamais rien construit. Ouais. Tandis qu'Amir Timur, même dans des pays qu'il a envoyés ici, il commençait pas mal de choses. Il faisait construire des madrasas, des caravansérails, des ponts, etc. La plus grande majorité de son temps, il est passé à cheval, comme vous dites, pour aller conquérir des pays. Mais après chaque expédition, il revenait à Samarcande. Absolument. Et il a toujours sa capitale en tête, puisqu'il a cette particularité Oui. assez incroyable pour un conquérant, c'est qu'il capture, il kidnappe, enfin il emprisonne tous les grands artisans dans les villes dont il prend possession, et hop, il les rapatrie ici. Et donc ici, on s'est retrouvé avec combien d'artisans, combien d'artistes? Écoutez, là, je ne peux pas vous dire combien d'artistes, mais déjà Des dizaines, pour moi, des centaines? Ah, peut-être, en tout cas une dizaine d'écoles d'architecture, au moins une quinzaine d'écoles d'architecture se sont trouvées en même temps dans la ville de Samarcande. Les dômes cannelés, les torsades, tout est inventé à Samarcande. Le dôme cannelé, c'est vraiment une invention de Samarcande. Ah oui, oui. Parce qu'après, on le retrouve à Delhi, on le retrouve dans plein d'endroits. Mais c'est plus récent là-bas. C'est inspiré par Samarcande. C'était déjà mythique à l'époque. Ah oui, oui, oui. Parce que souvent, nous disons qu'Alexandre aurait dit, quand il avait vu Samarcande, tout ce qu'on m'avait dit de Samarcande, il est vrai, sauf il est encore plus belle que l'imaginé. Voyez. Donc, s'il avait dit ça, il avait eu raison. Samarcande est donc tellement belle que le professeur Ergachev en perd sa chronologie et qu'il fait voir à Alexandre une cité bâtie plus de 1000 ans après son passage. Mais après tout, les légendes qui entourent le conquérant grec foisonnent sur la route de la soie. Merci. À Samarcande, le Grand Bazar est toujours là pour souligner l'âge d'or de la route. Les fruits secs et les noix sont un héritage des caravaniers. Légère et durable, c'était une nourriture de choix. Salam alaikum. Je peux goûter? Je peux essayer? Franza. Zizou. Zizou, voilà. Henri. Thierry Henry. Merci. Grisman. Les fameux fruits secs de la route de la soie. On pouvait les transporter en caravane. Et c'était l'un des attraits commerciaux de Samarcande. Il vendait son charme en vendant ses fruits secs, tellement ils étaient bons. Et c'est vrai que là, les raisins sont incroyables. Oh là là, les cristaux de miel. On peut goûter? Mais ce qui est génial, c'est la diversité des visages. Moi, je ne m'en remets pas. À la croisée des mondes, la Transoxiane affiche tout le kaléidoscope des peuples d'Asie traversés par l'histoire. Aujourd'hui, certains Ouzbeks ont l'air complètement turcs, d'autres iraniens, d'autres chinois, mongols ou encore presque russes. L'histoire raconte que le pain était tellement bon à Samarcande que Tamerlan, pendant ses grandes incursions aux quatre coins du monde, faisait venir des boulangers, de la farine, enfin tous les ingrédients pour avoir le même pain. Et à chaque fois, il était déçu. À chaque fois, le pain était mauvais. Et selon l'histoire, il a fait exécuter pas mal de boulangers pour les punir parce que son pain n'était pas bon. À partir de là, il aurait pris la décision de ne jamais voyager sans son stock de pain. Et tous les jours, pendant qu'il était sur les conquêtes en Inde, en Russie, il y avait des allers-retours à cheval avec des gens qui apportaient du pain frais. Lorsqu'on s'éloigne du centre-ville pour rejoindre la colline d'Afrosiab, on trouve les premiers vestiges de Marakanda,
comme on appelait la ville au temps d'Alexandre le Grand. On y voit les ruines d'un palais, celui du roi du peuple sogdien. Ce palais servait de vaste caravansérail, le roi de Sogdiane agissant donc un peu aussi comme le chef de la guilde des marchands. C'est plutôt logique pour l'un des plus grands peuples de négociants que l'histoire ait connu. Samarcande a été fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Sogdiens. C'est le peuple essentiel sur la route de la soie. Les Sogdiens sont issus des Scythes, ces nomades qui dominèrent l'Eurasie pendant des millénaires. C'étaient des remarquables commerçants, un peuple très raffiné, très éduqué, dont est notamment issue la fameuse Roxane, dont tomba amoureux Alexandre le Grand. Pendant longtemps, les historiens n'ont pas su grand-chose des Sogdiens, si ce n'est que leur royaume marchand dominait toutes les caravanes et tous les comptoirs commerciaux entre la Perse et la Chine. Capitale de la Sogdiane, Samarcande était judicieusement placée au carrefour des grandes voies commerciales. Et ce petit peuple, plutôt pacifique, est parvenu à faire de sa cité le principal centre économique et culturel de toute la région. Sous l'URSS, des chantiers de fouilles ont permis d'en apprendre plus sur les Sogdiens, notamment grâce à la découverte de la fresque des ambassadeurs qui date du milieu du 7e siècle. Une œuvre exceptionnelle qui souligne l'influence diplomatique des Chinois, représentée ici en visite d'apparat chez le roi de Sogdiane. La restauratrice russe Marina Roitova consacre sa vie à tenter d'en percer les mystères. On considère les Sogdiens comme les véritables fondateurs de la route de la soie. Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'où s'étendait leur comptoir géographiquement? Les habitants de ce pays étaient déjà entreprenants. Et bien sûr, en Sogdiane, il y avait beaucoup de marchandises très prisées à l'étranger. Les négociants sogdiens allaient en Chine, où ils avaient même leur comptoir. Quand j'ai visité la Chine, dans un musée, j'ai vu beaucoup de représentations de Sogdiens. Donc, ils sont allés aussi dans l'Altaï. Et tout le long de la route de la soie. Comme c'étaient des gens très instruits, des commerçants très entreprenants, ils surmontaient toutes les difficultés sur le chemin. C'était de longs voyages qui duraient des années. Malgré cela, ils arpentaient la route de la soie. Ils découvraient de nouveaux territoires et conquéraient de nouveaux marchés. Oui, ils avaient de fortes relations commerciales, mais aussi politiques. Quand dans une famille, un bébé venait de naître, on lui badigeonnait avec du miel la bouche et une main, pour que plus tard, il tienne des discours emmêlés et que l'argent colle à la paume de sa main. Depuis la petite enfance, il les préparait donc à l'activité commerciale. Vous qui êtes chimiste, Marina, est-ce que vous voyez dans la technique, dans la composition de la fresque, des influences antérieures du Moyen-Orient ou plutôt une technique qui a l'air de venir d'Asie? On préparait le mur avec de la crépissure d'argile. Ensuite, on mettait du ganche, une sorte de plâtre. Une fois le ganche sec, on peignait dessus. Cette technique est uniquement caractéristique de l'Asie centrale. En ce qui concerne les couleurs, on utilisait divers pigments. L'ocre, le charbon de bois et le gypse étaient des pigments locaux. Mais la lazurite, utilisée pour donner la couleur bleue, a été importée de Badakhshan. Et d'après nos recherches, il est probable que le cinabre qu'on utilisait pour donner la couleur rouge et la céruse, c'est-à-dire le blanc de plomb, ait été importé de Chine. Marina, ça fait presque 4 décennies que vous consacrez votre vie à restaurer cette fresque. À quoi pensez-vous quand vous êtes en train de la restaurer justement? Qu'est-ce qui vous émeut dans cette œuvre d'art? Quand on travaille, et surtout avec les archéologues sur le site de fouilles, on a l'impression de voyager dans le temps. Tu ne te sens pas au XXIe siècle, mais au 8e ou 7e siècle ou encore plus tôt, en fonction de la période dont la peinture date. C'est extraordinaire.
Le cœur bat plus fort quand on découvre cette peinture d'une façon très délicate, centimètre par centimètre. Et on a tellement hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'il y aura encore sur ce mur? C'est un processus très fascinant. On découvre la peinture et on voit ce qui a été peint des millénaires plus tôt. On le voit sur la fresque que restaure Marina. Ce qui fait de Samarcande l'épicentre de la route de la soie, c'est l'influence à présent si visible de la Chine. Soie, papier, imprimerie, porcelaine, poudre à canon. Les Chinois ont découvert tout cela plusieurs siècles avant l'Europe. Et les Sogdiens de Samarcande sont les grands passeurs de ces progrès techniques. Une petite fabrique de papier en lisière de la ville témoigne de cet héritage florissant. En l'an 751, une armée arabe écrase l'armée envoyée par l'empereur de Chine pour conquérir l'Asie centrale. Les prisonniers chinois sont envoyés comme esclaves à Samarcande, où ils vont révéler le secret de la fabrication du papier, à partir d'écorces de mûrier. Samarcande va devenir le principal fournisseur en papier du monde arabe, puis de toute l'Europe à travers la fin du Moyen-Âge. Incroyablement résistant comme fibre. J'arrive pas à la... J'arrive même pas à la... Je peux essayer? Почёк, пожалуйста. Спасибо. Comme ça, alors je prends ça. Là, comme ça. Là. Et là, je tire. Ça va? Ok? Ok, спасибо большое. Спасибо. Pour faire du papier, il faut beaucoup d'écorce et encore plus d'eau. La technique est relativement simple. D'abord, on laisse mariner l'écorce du mûrier dans de l'eau bouillante pour la ramollir. Puis, avec le couteau, on sépare la pellicule extérieure des longues fibres en dessous. En mélangeant de nouveau ces fibres et en les foulant pendant des heures, ici avec les marteaux mécaniques du moulin à eau, les artisans obtiennent une pâte assez liquide, qu'ils filtrent, pressent, puis font sécher pour obtenir de magnifiques feuilles de papier. L'Europe du Moyen-Âge a raffolé de ce papier de Samarcande, qui a permis de répandre l'écrit autrement que sur des parchemins et autres peaux d'animaux tannés. Toute la révolution intellectuelle qu'amènera Gutenberg avec son invention de l'imprimerie au XVe siècle n'aura été possible que grâce à la diffusion antérieure du papier. Dans le devisement du monde, Marco Polo décrit Samarcande comme une très noble et grandissime cité, où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits que l'homme puisse souhaiter. Mais comment expliquer tous ces jardins en lisière du désert? Le secret, en fait, vient de la fonte des neiges et des glaciers, des monts du Pamir et de l'Himalaya, qui rend l'eau d'autant plus abondante durant l'été, explique le responsable agricole Ousmane Kouramov. On évoque souvent les fabuleux jardins de Tamerlan ou Amir Timour. Est-ce qu'on sait où sont ces jardins autour de Samarcande? Nous nous trouvons en effet dans les jardins d'Amir Timour. Autrefois, il n'y avait que des grands arbres. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont créé des jardins modernes. De nouvelles technologies sont apparues. C'était des jardins d'agrément avec des fleurs ou c'était des vergers, des jardins fruitiers? Les jardins d'Amir Timour étaient quelque chose d'exceptionnel. On y faisait pousser des arbres fruitiers de toutes sortes. Ces jardins donnaient aux gens toutes les vitamines nécessaires. Les marchands, fatigués après la route et cherchant un endroit où se reposer et reprendre des forces, s'arrêtaient près des jardins. Ce qui a servi à la création de gîtes, placés justement près des jardins, puisqu'ils apportaient fraîcheur et énergie. Et à l'époque de la route de la soie, quels fruits exportait-on de cette région de Samarcande? Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Ce sont les fruits secs qui étaient exportés. On faisait du raisin sec, des abricots secs, des pommes sèches, des melons secs, des noix. Tout était séché sous notre formidable soleil qui déshydratait les fruits tout en conservant leurs propriétés naturelles. En quittant Samarcande, j'ai vraiment l'impression d'avoir franchi un cap. On a dépassé la moitié du parcours et plein de petits signes nous le disent. C'est la fin du monde connu dans la culture occidentale, celui de la Méditerranée et de la Perse.
J'approche enfin d'un nouveau monde, celui de l'Empire du Milieu. Toyların mübarek ona vatanım, cennetlik mekanım.